messieurs, merci de nous rester fidèles sur Xeweul TV et bienvenue dans votre émission Réussir son bac. Et pour ce 4e numéro, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir encore une fois Mamadou Boury Sène. Professeur, bonjour. Oui, bonjour, Cheikh Tidiane. Ça a été un bail. Oui, parce qu'il y avait d'autres cours aussi. Ah, tout à fait, il y avait d'autres cours. Et la philosophie, vous le comprenez, c'est aujourd'hui, nous allons reparler de la philosophie avec Mamadou Boury Sène. Boury Sène, comme je le dis souvent, il est étudiant en Master 1 en philosophie, bien entendu. Professeur, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la spécificité du discours philosophique, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, aujourd'hui, mais avant tout d'abord, permettez-moi d'encourager les élèves, aussi de leur dire que du fait qu'ils sont toujours restés fidèles donc, à la chaîne Xeweul TV, là aussi c'est important, et de leur dire de nous suivre toujours. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette même lancée et nous allons parler aujourd'hui de la spécificité donc, de la réflexion philosophique. Parce qu'on ne peut pas parler de la philosophie si au préalable, on ne sait pas qu'est-ce que cette philosophie-là regorge. Et je dis, et pour ces élèves qui nous regardent, et spécificité veut dire tout simplement en termes simples, particularité du discours philosophique. Effectivement, parce que quand on parle de spécificité, on veut dire tout simplement quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères permettant de définir en quelque sorte la philosophie. Et donc, vous savez que pour pouvoir distinguer la philosophie d'avec d'autres formes de discours, à l'image du mythe, ou bien la religion ou encore la science, il faut d'abord spécifier la philosophie. Et c'est quoi maintenant spécifier la philosophie? C'est la définir. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Alors, ici, il faudra comprendre que pour définir la philosophie, il faudra être simple. Parce qu'il y a un problème qui se pose au niveau de la définition. C'est la philosophie qui est ainsi faite. Les gens ne s'accordent pas parce qu'on dit qu'il y a autant de philosophes que de définitions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, par exemple, Mamadou Boury Sène, quand je donne une définition à la philosophie, Cheikh Ahmed Tidiane aussi, en tant que philosophe, peut donner une autre définition à la philosophie. Et de là, quand il y a 1000 philosophes, il y aura 1000 définitions. Mais les philosophes se sont dit, alors, il faudrait voir quelque chose autour de laquelle on va s'accorder, ou bien tous les philosophes vont s'accorder. Et c'est cela qu'on appelle l'étymologie. Parce qu'on nous dit, pour pouvoir comprendre en réalité, ces élèves, retenez bien, pour pouvoir comprendre donc un concept, il faut aller donc retourner à son origine. Étymologiquement, donc, philosophie veut dire quoi? Voilà, étymologiquement, le mot philosophie nous vient de deux vocables grecs. Il y a ce qu'on appelle philia, qui veut dire amour, et sophia, qui veut dire sagesse. Et par là, entendez tout simplement que la philosophie signifie l'amour de la sagesse. C'est pourquoi dit les Grecs philosophia. Donc philosophia veut dire tout simplement l'amour de la sagesse. Maintenant, si la philosophie est amour de la sagesse, toujours est-il qu'il faudrait comprendre alors qu'est-ce que l'amour. Parce que comme nous le dit Karl Jaspers, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Et chaque réponse devient une nouvelle question. Autrement dit, à partir de la question maintenant, qu'est-ce que la philosophie, on est arrivé à une réponse, amour de la sagesse. Et maintenant, nous devons maintenant de nous interroger sur qu'est-ce que l'amour. Ici, l'amour, je dis bien, chers élèves et chers amis internautes, l'amour n'est pas à entendre au sens littéral du terme, comme vous le prenez. Mais cet amour-là est à entendre au sens de désir. C'est-à-dire l'amour en philosophie signifie un désir, signifie un manque qu'on doit combler. Ça veut dire que le philosophe, il éprouve un manque. Il se dit ne rien connaître et à partir de là, il veut maintenant aller à la quête. Donc cet amour, ce n'est pas une possession, mais cet amour est une tension. Cet amour est ce qui nous mène vers le savoir. Cet amour est ce qui nous permet de rechercher. Parce que celui-là maintenant, qui n'éprouve aucun besoin de connaître, celui-là ne pourra pas aller à la recherche. Et celui qui ne va pas à la recherche, il ne va pas connaître. Mais tout cela, il faudra comprendre toujours qu'avant de pouvoir aller à la recherche, qu'avant de pouvoir connaître, il faut d'abord que tu découvres une chose, laquelle il faut que tu aies la connaissance de ton ignorance. C'est-à-dire que tu dois te dire ne rien connaître. Et c'est là que vous comprenez, ou bien vous conviendrez avec moi, chers élèves, que quand Socrate disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate dit, c'est parce que je ne sais rien que je dois maintenant aller à la recherche du savoir. Mais quand j'ignore, que moi j'ignore, c'est-à-dire quand je ne sais pas que je ne sais pas, là il serait très difficile pour moi d'aller à la recherche du savoir, d'aller tout simplement à la recherche de la vérité. Cela veut dire donc que l'ignorant, lui il ne peut pas philosopher parce que lui il se dit ne avoir manqué de rien, alors qu'en réalité il n'a rien.
Il y a quelqu'un d'autre qui ne philosophe pas. Je vais nommer le sage, le sophos. Parce que celui-là qui a le savoir, celui-là qui se dit être sage, omniscient, il n'a pas besoin de connaître. Il y a une différence entre sage et philosophe? Oui, vous conviendrez avec moi, on y arrivera. Vous allez voir que le simple fait maintenant que le sage est celui maintenant qui possède le savoir et il ne lui manque de rien et il n'éprouve aucun manque, ce sage-là n'a pas besoin de philosopher. Et à partir de là, vous conviendrez avec moi que le philosophe, celui-là qui se situerait entre l'ignorant et le sage. L'ignorant, c'est celui-là qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Le sage est celui qui sait et qui n'a pas besoin de connaître. Or, le philosophe est d'abord celui qui ne sait pas, mais qui veut aller à la recherche. C'est pourquoi lui seul est philosophe. Donc, quand on est sage, on ne saurait philosopher. Quand on est ignorant, on ne saurait philosopher. C'est pourquoi nous devons toujours comprendre la profession de foi du philosophe. C'est Socrate, par exemple. Parce que cette déclaration de Socrate, beaucoup ne le comprennent pas. Quand il dit, par exemple, que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est parce que lui, Socrate, il se dit que moi, il me manque quelque chose. La seule connaissance que j'ai, c'est la connaissance de mon ignorance. Autrement dit, que je sais que je ne sais pas. Et c'est à partir de là maintenant que je vais aller à la recherche. Mais qu'est-ce que le philosophe aime? Parce qu'on a dit au départ que la philosophie, c'est amour de la sagesse. Alors, si on a défini l'amour comme étant un manque, comme étant un désir, comme étant une tension vers, ou encore comme étant une quête ou une conquête vers le savoir, nous devons nous demander alors, qu'est-ce que la sagesse? Et de là, nous allons encore nous retourner dans cette pensée de Jaspers, qui disait qu'en philosophie, toujours, ce sont maintenant les questions qui sont plus importantes que les réponses. Donc, vous, autres élèves, qui utilisez à chaque fois cette citation, vous devez de comprendre par là que quand vous le dites, vous devez aussi manifester cela. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire les questions sont plus essentielles que les réponses et ne pas maintenant pousser. Il faut aller de loin. On a dit pousser la réflexion, parce que la philosophie c'est une réflexion. Et qui parle de réflexion parle de retour sur soi. On effectue un retour sur soi. Et que de là, vous conviendrez avec moi, je l'avais dit dans l'autre numéro, que la philosophie est d'abord une réflexion, mais elle est réflexion sur elle-même avant d'être réflexion sur les autres domaines. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que la sagesse? Par sagesse, il faudrait entendre deux choses. Et de là, je vais donner d'abord deux exemples, et à partir desquels maintenant, je vais définir le mot sagesse. Quand je dis par exemple, Ali est sage, l'enfant Ali est sage. Et que je dis, Ali est un sage. Là, j'ai entendu deux fois le mot sage. Dans Ali est sage, là, ce que je veux dire tout simplement, c'est que Ali est poli. Ali se comporte bien. Ali sait les bonnes manières. Mais quand je dis Ali est un sage, cela veut dire qu'Ali a de la connaissance. Et vous conviendrez avec moi, c'est pourquoi Amadou Ambadeba va dire qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il veut dire par là que le vieillard, il a la connaissance, c'est pourquoi on lui attribue le titre de sage. Tout à fait. Donc vous conviendrez avec moi que sage maintenant a deux sens. Elle est théorique, ça veut dire la sophia. Elle est théorique maintenant quand elle renvoie au savoir, quand elle renvoie à la connaissance. Mais elle est pratique quand elle renvoie à la vertu, aux manières de se comporter. Et à partir de là, vous conviendrez avec moi que philosopher, c'est d'abord savoir, mais aussi agir en fonction de ce savoir. C'est pourquoi Platon, le grand philosophe, parce qu'on dit d'ailleurs que Socrate est le père de la philosophie, d'autres disent Platon est le père, mais il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différenciation entre Socrate et Platon, Platon et Socrate, Socrate et Platon. Mais qu'est-ce que Platon nous dit? Platon nous dit que le bien est un principe d'action. Autrement dit, une fois que moi je suis parvenu à contempler le bien, je vais agir en fonction de ce bien. C'est pourquoi il dit, nul n'est méchant volontairement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui fait le mal, il le fait par ignorance du bien. Mais quand il connaissait le bien, il aurait du mal à faire le mal. C'est pourquoi il dit, on ne répond jamais une injustice en commettant une autre injustice. C'est-à-dire quoi? Il dit qu'il est préférable de subir l'injustice que de la commettre. Et de là, toujours cela nous dit au point maintenant il est bon de savoir. Parce que c'est lorsqu'on a su, c'est lorsqu'on a éprouvé donc ce désir de connaître et maintenant on a connu les choses en elles-mêmes, c'est à partir de là maintenant qu'on pourrait avoir un certain comportement. Et de là, on va se retrouver dans la philosophie platonicienne qui dit d'abord que la philosophie est une épistémologie, une théorie de la connaissance, mais aussi la philosophie est un mode de vie parce que après avoir contemplé le bien,
on doit agir selon ce bien. Et à partir de là, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de dichotomie, qu'il n'y a pas de contradiction à dire en réalité que la sagesse renvoie tantôt à la théorie, tantôt à la pratique. Non, mais elle renvoie et à la théorie et à la pratique. Et je pense à ce point de vue qu'il n'y a pas également une seule définition de la philosophie. Il y a 4 définitions, bien entendu. Oui, c'est ce qu'on a évoqué avant de commencer. Parce qu'il faudra que nous entendons quelque part. Si par exemple, on voulait définir la philosophie selon moi, je peux donner une définition de la philosophie, selon l'autre. Mais là, il y aurait problème. Il y aurait difficulté parce que les philosophes, tous, ne s'accordent pas. Si par exemple, moi, je voulais prendre une définition de la philosophie chez Platon, il dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Oui. Ah oui, Platon dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Et de là, vous qui êtes en train de jeûner en ce mois de Ramadan, vous comprendrez tout simplement ce que Platon veut dire. Apprendre à mourir n'est rien d'autre que rompre avec son corps et de dialoguer avec son âme. Et de là, en ce mois de Ramadan, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de combattre notre corps, de montrer que ce corps n'est pas ce qu'il y a de plus important en nous. Nous ne sommes pas en train de nourrir le corps, mais nous nourrissons notre esprit. Et de là que vous conviendrez avec moi que Descartes, le philosophe, le grand, quand il disait, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Ce qu'il veut dire par là, si philosopher, c'est nourrir son esprit. Si philosopher, c'est se faire cette sagesse-là. Alors, il dit, celui qui ne pratique pas l'activité philosophique, c'est celui qui est comparable à un aveugle et qui reste éternellement aveugle. Alors, Descartes dit, il poursuit, il dit que les bêtes brutes, qui n'ont que leur corps à conserver, vont s'occuper continuellement de chercher de quoi leur nourrir. Mais l'homme, dont la principale partie est l'esprit, doit s'occuper de la sagesse qui en est sa véritable nourriture. Tout à fait. Qu'est-ce que Descartes veut dire? Descartes, il rejoint Platon. Oui. Parce que Platon, au départ, il dit philosopher, c'est apprendre à mourir. Apprendre à mourir ne veut pas dire égorger comme on égorge un mouton. C'est pas cela. Mais apprendre à mourir, c'est tuer son corps. Faire mourir son corps. Et comment faire mourir son corps? C'est rompre avec les désirs, c'est rompre avec les passions, c'est rompre avec tout ce qui nous pousse tout simplement en ces choses-là, à la mondanité. Et maintenant, nourrir son âme, donc dialoguer avec son âme. Et Descartes, il dit la même chose. Il dit que les bêtes brutes qui n'ont que leur corps à conserver s'occupent continuellement de chercher de quoi leur nourrir. Donc Descartes, il considère que celui-là qui ne s'occupe que de la nourriture du corps, s'habiller, manger, boire, dormir et s'en arrête là, il dit qu'il est comparable à un bête. Alors, pour sortir de là, je dis bien que c'est ce désir de connaître là qui fait l'homme. Et à ce point, M. Sen, je vous rappelle que vous suivez bien entendu la scène Xeweulgui TV. La scène Xeweulgui TV en partenariat Jeunesse Consciente vous offre cette émission intitulée Réussir son bac. Et aujourd'hui, on a reçu Mamadou Boury Sène pour une seconde fois, pour une deuxième fois bien entendu. M. Sen, vous avez parlé des spécificités du discours philosophique. Et ça va nous permettre de dire qu'il n'y a pas seulement la philosophie comme domaine de connaissance. Quels sont les autres domaines de connaissance comparables, bien entendu, à la philosophie? Vous avez posé une très bonne question qui mérite d'être posée, d'ailleurs, qui se pose toujours. Parce que tout simplement, dès lors qu'on a dit que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, nous devons nous interroger maintenant. Est-ce que ce besoin de connaître, n'est uniquement avec la philosophie? Certainement pas. Parce que bien avant la philosophie, les autres éprouvaient un besoin de connaître. Ils éprouvaient un besoin de connaître. Parce que le besoin de connaître est consubstantiel à la nature de l'homme. Cela veut dire il est de sa nature, l'homme, d'éprouver donc le besoin de connaître. L'homme, il est constitué comme suit. Il est un être de connaissance. Et de là, vous allez encore convenir avec moi que quand nous pouvons résumer toute la réflexion philosophique en une interrogation anthropologique. Pourquoi? Parce que l'anthropologie n'est rien d'autre que l'étude de l'homme et que maintenant on veut répondre à la question qu'est-ce que l'homme? C'est pourquoi on a dit que toutes les 3 questions d'Emmanuel Kant, la première qui suit, que puis-je savoir? C'est-à-dire qu'est-ce que moi, en tant que sujet connaissant, qu'est-ce que je peux connaître? Jusqu'où je peux aller? Quelles sont mes limites? La deuxième question, c'est maintenant que puis-je faire? Moi, un sujet qui connaît, je dois être un sujet pratiquant.
Parce que connaître et ne pas pratiquer, ça n'a pas de sens. Oui. On n'a pas besoin de cela. Si vous connaissez quelque chose, il faudra agir en fonction. Et de là, vous conviendrez encore avec moi que Kant aussi rejoint Platon qui disait que le bien est un principe d'action. Vous sortez de là, il dit la troisième question, que puis-je espérer? Après que j'ai connu, mais j'ai agi selon cette connaissance, je peux espérer quelque chose. C'est quoi? On nous dit le paradis. Donc vous conviendrez avec moi que le philosophe, d'aucuns qui le considéraient comme étant un mécréant, d'autres qui le considéraient comme étant un borné, quelqu'un qui ne croit en rien. Je veux dire, un mécréant, il n'est pas un borné, mais quelqu'un qui ne croit en rien, ils sont donc dans la tromperie. Maintenant, pourquoi maintenant ce besoin de connaître ne naît pas avec la philosophie? Parce que bien avant la philosophie, parce que n'oubliez pas que la philosophie, elle est née tout simplement au 6e siècle, avant Jésus-Christ. Et bien avant au 6e siècle, il y avait d'autres hommes, d'autres mondes. Maintenant, ces gens-là, ils avaient aussi le besoin de connaître. Et ils connaissaient à travers quoi? Avec d'autres formes maintenant de connaissances, à l'image du mythe, à l'image de la religion, à l'image de la science. Donc vous conviendrez avec moi que le besoin de connaître ne naît pas avec la philosophie, mais naît avec l'homme. C'est pourquoi l'homme, ce qui le place au-dessus des bêtes, vous conviendrez avec moi ce que Descartes disait, que maintenant, ce sont les bêtes brutes qui vont tout simplement s'occuper de leur corps. Mais l'homme doit s'occuper de la nourriture de l'esprit. Ici, qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui justifie maintenant l'idée que l'homme est animé par le besoin de connaître, c'est tout simplement parce que l'homme, ce qui le place au-dessus des bêtes, c'est la connaissance. Tout à fait. Sans la connaissance, on serait égal aux bêtes. Il n'y aurait pas de différence. Alors c'est parce que nous avons connu quelque chose, ou bien c'est parce que nous éprouvons un besoin de connaître et que nous partons à la recherche, que maintenant nous nous distinguons des animaux. Et de là, vous voyez une réponse à la question qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est un être de connaître. Vous en dites, avec ces connaissances-là, vous venez de parler du mythe. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Oui, donc cela doit nous permettre tout simplement à partir de là, si ce besoin de connaître-là ne naît pas forcément avec la philosophie, mais est là depuis, nous devons voir qu'avant la philosophie, parce que n'oubliez pas que l'homme est un être qui est placé dans un monde rempli de mystères, dans une existence remplie de mystères. Mais qu'est-ce que l'homme faisait pour pouvoir découvrir ce mystère? Qu'est-ce que l'homme faisait pour pouvoir en quelque sorte donc découvrir cette réalité, pour découvrir cette existence? L'homme faisait recours à d'autres formes de connaissances, comme le mythe, comme la science. Non, excusez-moi, la science n'en fait pas partie, mais c'était le mythe, la magie et la religion. Maintenant, le mythe et la philosophie. Rapport qui existe entre mythe et philosophie. Puisque nous avons... Avant d'arriver au rapport, qu'est-ce que c'est que d'abord le mythe? Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Puisque nous avons défini au début la philosophie, Oui. nous devons définir le mythe, mais tout en revenant sur les piliers de la philosophie. D'accord. Revenons d'abord sur les piliers de la philosophie. Oui, Logiquement, la philosophie repose fondamentalement sur deux piliers. Comme on dit, l'islam repose sur 5 piliers. La philosophie, elle repose sur 2 piliers. Quels sont maintenant les piliers de la philosophie? Et par pilier, nous voulons entendre ici, ou bien nous voulons signifier ici, principe directeur. La philosophie, c'est d'abord l'usage de la raison et l'esprit critique. C'est ça la philosophie. D'accord. L'usage de la raison et l'esprit critique. Parce que quand Descartes avait dit au départ que le bon sens est la source du monde la mieux partagée, il voulait dire par là que tu sois américain, indien, asiatique ou autre, tu es humain, tu as la raison. Mais il dit, le plus important ce n'est pas d'avoir la raison, mais de savoir s'en servir. Donc la raison, elle seule ne suffit pas, mais l'utilisation qu'on a fait, elle est encore meilleure. À partir de là, nous comprenons pourquoi la philosophie est d'abord usage de la raison, mais elle est aussi esprit critique. Parce que c'est par un esprit critique qu'on pourrait aller. Celui-là qui n'a pas un esprit critique. L'esprit critique, c'est quoi? C'est un esprit d'analyse. C'est pourquoi je dis aux autres que critiquer, ce n'est pas rejeter. Si nous retournons à son origine latine, criticare, critique vient du latin criticare, qui veut dire examiner. Examiner, c'est décomposer pour voir en clair les choses. C'est analyser. Analyser, c'est quoi? Analyser, c'est décomposer. C'est pourquoi Descartes, je le dis, il avait proposé 4 méthodes pour parvenir à la connaissance. Dans le discours de la méthode, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il y a 4 méthodes qui conduisent à la vérité, à la connaissance. La première méthode, c'est quoi? C'est l'évidence. Qu'est-ce que l'évidence? Et évidemment, tout ce qui est clair est distinct. Autrement dit, tout ce sur quoi je ne peux porter le moindre doute, cela est dit évident.
donc évident, doit répondre aux critères de clarté et de distinction. Clair, parce qu'on ne peut pas en douter là-dessus. Distinction, c'est parce qu'on peut la distinguer des autres choses. Mais il dit, il y a également analyse. Qu'est-ce que analyse? Analyse veut dire tout simplement décomposer le complexe. La difficulté vient de la philosophie. Le problème, c'est la difficulté. Et par problème, comme une origine mathématique l'indique, c'est une équation qui attend d'être résolue. Et maintenant, ce qui doit permettre la résolution de ce problème, c'est la problématique. Et la problématique n'est rien d'autre maintenant que la décomposition du problème en sous-problème. Maintenant, il dit qu'il faudra analyser, donc diviser le complexe en parties simples pour pouvoir résoudre ces parties simples-là. Il dit après, il y a la règle de la synthèse ou de l'ordre. C'est quoi? J'ai décomposé les choses, mais pour y arriver, je dois les synthétiser, les regrouper, les conduire par ordre. C'est comme vous faites en mathématiques, les élèves. D'habitude, quand on vous donne un devoir en mathématiques, on vous dit, vous pouvez commencer par l'exercice qui vous convient. Mais veuillez reprendre dans l'ordre au propre les exercices. Cela veut dire quoi? J'ai 4 exercices. Je vois que le premier exercice est très difficile. Je vais laisser ça. Je prends le deuxième. Si aussi... Maintenant, après avoir traité tous les exercices dans le désordre, je vais les ordonner. C'est ce que Descartes appelle la synthèse. Et après, il dit, il y a la règle de la vérification. Parce qu'il dit qu'on pourrait oublier quelque chose, et maintenant il faudra reprendre ça tour à tour pour voir qu'est-ce qui a été oublié. Donc il faut comprendre que donc, les deux piliers de la philosophie, c'est d'abord l'usage de la raison et l'esprit critique. Maintenant, le but, c'est quoi? Qu'est-ce que le but alors? Puisque nous avons défini la philosophie, nous avons en quelque sorte essayé de la spécifier tout simplement en vous donnant les principes ou bien les piliers sur lesquels elle repose. Là, nous devons parler du mythe. Qu'est-ce que le mythe? Mythos, on dit mythos, ça signifie tout simplement un récit qui est imaginaire. Donc, écoutez bien, c'est un récit, on vous dit le roman est un récit, mais on dit imaginaire, ce n'est pas vrai, donc c'est fictif. Imaginaire, mais d'origine populaire, qui sert maintenant à expliquer l'origine et la formation de l'univers. Donc le mythe se donne pour fonction d'expliquer l'origine, d'où vient le monde, où commence le monde, et la formation de l'univers. Qu'est-ce qui compose l'univers? C'est pourquoi je vous dis, pendant longtemps, l'homme est un être qui est plongé dans un monde plein de mystères, dans un monde qui est plein d'une existence mystérieuse. Et pour découvrir cela, l'homme faisait d'abord recours au mythe, qui est tout simplement, je dis bien, un récit, chers élèves, retenez bien, imaginaire, donc d'origine populaire, qui sert tout simplement à expliquer donc l'origine et la formation de l'univers, mais en faisant appel à quoi? À des êtres surnaturels. Le mythologue, c'est-à-dire celui-là qui fait usage du mythe, pour expliquer un phénomène très naturel. Par exemple, il y a la pluie. Au lieu d'expliquer la pluie par le naturel, il passe par le surnaturel. Il dit qu'il y a pluie parce qu'il y a un dieu qui pleure. Et c'est pourquoi dans l'Antiquité grecque, il y avait beaucoup de dieux, le dieu de, le dieu de, le dieu de, le dieu de. Et donc il dit tout simplement, s'il y a ça, c'est parce qu'il y avait un tel dieu qui était en colère et donc il pleuvait. Mais cette explication, oui, c'est une forme d'explication ou de compréhension. Parce que n'oubliez pas que ce soit le mythe, que ce soit la philosophie, la science, la religion, ce qu'elles ont en commun, bien ce que ces formes de connaissance ont en commun, ce sont des modes d'appréhension du monde, de l'univers, de l'homme. Maintenant, le problème est que le mythologue, lui, il ne se sert pas de la raison. Parce qu'il fait appel à des êtres surnaturels. C'est là maintenant qu'il va se distinguer du philosophe. Parce que le philosophe, pour expliquer certaines choses, il doit recourir à la raison. Et là, mais est-ce que cela signifie que forcément on n'a pas besoin du mythe? Oui, on a bel et bien besoin du mythe, chers élèves. Parfois on dit que la philosophie est née du mythe et contre le mythe. Elle est née du mythe. Pour comment la philosophie est née du mythe? Parce que la philosophie a pour fonction ce que le mythe a pour fonction. C'est à partir du mythe qu'on a créé la philosophie, parce que c'est à partir du mythe qu'émerge maintenant le discours philosophique, un discours nouveau. Un discours nouveau. Et de là maintenant, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Que le philosophe, lui, parfois peut faire usage du mythe, parce que quand vous trouvez une société qui croit au mythe, pour faire comprendre à une telle société, il faut faire usage du mythe. C'est pourquoi le mythe a chez Platon une mission pédagogique. Qu'est-ce que le mythe? C'est ce que nous disons, nous, on peut le dire que nous avons ben misal. Mythe, moi, misal. Lui, Platon, il va utiliser ce terme quoi, de misal. Qu'est-ce qu'il va faire? Si vous voyez le mythe de la caverne, chers élèves,
J'espère que vos enseignants vous en ont déjà parlé. Vous avez résumé très rapidement. Oui. C'est important parce que quand vous passez quand vous trouvez que cette chose-là est importante, il faudra maintenant dire les choses. Oui. Platon, pour vous montrer que le mythe est important quelque part, il a fait usage du mythe. Et d'ailleurs, dans l'ensemble de ces dialogues, particulièrement, Platon parle du mythe. Mais le mythe de la caverne, qui se trouve dans la République 7, qu'est-ce que Platon nous dit? Platon nous décrit maintenant une grotte. Il nous dit il y a une grotte, mais à l'intérieur de laquelle se trouvent des prisonniers. Il dit des esclaves qui y étaient enchaînés depuis leur naissance. Il dit que ces esclaves-là ne pouvaient que faire bouger leur tête, ils ne pouvaient pas voir autre chose. Ce qu'ils pouvaient voir, c'est ce qui se trouvait là, à côté d'eux. Et maintenant, il dit en haut de la grotte, il y avait une ouverture. Et maintenant, il dit à côté de cette ouverture, de cette grotte, il y avait un chemin où passaient d'autres hommes portant des objets sur la tête. Il dit derrière le chemin, il y avait un feu qui brûlait et un soleil qui brillait. Maintenant, il dit que la lumière du feu et la lumière du soleil projetaient les ombres des passants. C'est-à-dire ceux qui passaient sur le chemin, sur l'autre paroi de la mur. Et maintenant, leurs ombres vont s'y refléter. Et maintenant, qu'est-ce que maintenant ceux qui sont dans la caverne vont croire? Ils vont se dire qu'ils voyaient la réalité. Alors, ce qu'ils voyaient, ce n'est que illusion, ce n'est que apparence, ce n'est que copie. Et pardon vous dire par là que le monde de la grotte, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est le monde d'ici-bas, c'est le monde sensible. C'est le monde qui est révélateur, certes, mais ce n'est pas le vrai monde. Maintenant, le vrai monde, c'est le monde où il y a le feu et le soleil. C'est le monde où parce que le soleil, ça brille, c'est la lumière. La lumière nous permet de voir la connaissance. Et de là, maintenant, à partir de là, vous comprenez vraiment. Et qu'est-ce que maintenant Platon va dire? Il dit où il aura fallu qu'un prisonnier soit libéré. Dans la grotte, il y avait des prisonniers, mais il dit il aura fallu. Parce qu'il dit et si on, c'est pourquoi la formule et si on est d'une importance très capitale dans la philosophie de Platon, qui libère. Il dit et si on libérait un prisonnier, c'est-à-dire on libère. Il dit le prisonnier libéré, il va quitter le sensible. Mais il va faire un travail, ça sera très difficile. Parce que vous êtes pendant des jours et des jours et des jours dans l'obscurité. Et vous ne pouvez pas voir la lumière. Il faut qu'on vous initie à cela. Et cela, Platon appelle la dialectique ascendante, qui consiste en une ascension spirituelle, qui consiste à rompre avec le corps, qui consiste à s'élever avec l'âme. Il dit faire quoi? Contempler le vrai, le bien, le juste. Ce qu'il appelle la dialectique contemplative. Et il dit il faudra après redescendre la dialectique descendante. Pourquoi? Pour informer les autres. Mais c'est celui-là qui va redescendre. Pour conscientiser, pour informer, il aura tous les maux du monde. Aïe. Parce qu'on va lui repousser, on va lui torturer. Et il va même risquer une peine de mort. C'est Socrate, je veux dire. Le prisonnier libéré, c'est Socrate. Il va retourner maintenant pour enfermer les autres, mais on va lui taxer de quoi? Socrate, tu ne crois pas au Dieu de la cité. Socrate, tu as introduit de nouvelles divinités. Socrate, tu as corrompu la jeunesse. Parce que Socrate était ami de la jeunesse. Mais pourquoi cela? Parce que Socrate, lui, il connaissait. Il est allé jusqu'au monde des idées, ce que Platon appelle le monde des idées. C'est pourquoi maintenant le monde où il y a le soleil et le feu, c'est le monde intelligible. Et donc Platon dit il y a deux mondes, un monde intelligible et un monde sensible. Mais pour nous expliquer cela, tout ce mythe-là, c'était simplement pour nous expliquer qu'il y a deux mondes. Un monde sensible, monde dans lequel nous résidons. Mais il dit que ce qui enchaînait les prisonniers, c'est ce qui représente nos sens. Il dit que l'homme est enchaîné par ses sens. Par nos cinq sens, je veux dire, la toucher, tout ça. Donc ce sont nos cinq sens qui nous empêchent d'aller vers la vraie connaissance. Et nos cinq sens se sont regroupés autour de quoi? Du corps. Et de là maintenant, vous allez voir que logiquement, il dira, philosopher, apprendre à mourir. Mourir c'est quoi? Rompre avec le corps et dialoguer avec son âme. Chers élèves, vous conviendrez avec moi donc que le mythe, le philosophe aussi peut faire quelque part usage du mythe pour faire comprendre les choses. Parce qu'il est très difficile de faire comprendre les gens comme ça. Si je venais avant je vous dis, il y a deux mondes. Vous n'allez pas comprendre. Quand vous venez pour vous dire, il y a deux mondes, un monde, qu'est-ce que vous allez comprendre dans ça? Ah oui. Mais comment je fais usage du mythe? Parce que vous êtes dans le mythe. Platon considère les autres comme ceux qui évoluent dans le mythe. Maintenant, il va les faire découvrir cela. Donc comprenez que le philosophe, ou bien ce qui fait la différence de la philosophie par rapport au mythe, c'est que l'activité philosophique, c'est tout simplement que d'abord il y a une utilisation de la raison. Le philosophe explique tout
par le biais de la raison. Je vais vous poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure par rapport au principe de la philosophie. Vous avez parlé du deuxième principe, c'est-à-dire l'esprit critique. Est-ce que le mythe a cet esprit critique-là? Le mythe n'a pas d'esprit critique. Oui. Le mythologue n'a pas d'esprit critique. Le mythologue n'utilise pas sa raison. Oui, il n'utilise pas sa raison, il n'a pas d'esprit. C'est pourquoi cela, c'est spécifique, c'est bien. Je veux dire, quand on parle de spécificité, ce sans quoi on ne pourrait pas identifier la chose, cela on le trouve en philosophie par ces deux piliers. D'une part, l'usage de la raison. Je n'ai pas dit la raison. J'ai dit l'usage de la raison. Il y a une nuance. La raison, c'est minime. Oui, il est bon d'avoir la raison. Oui. Mais la raison, ça ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Tout à fait. À quoi bon d'avoir une raison si on ne s'en sert pas? C'est pourquoi Descartes l'a compris. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais l'essentiel, ce n'est pas de l'avoir, mais de savoir bien l'appliquer. Donc c'est l'application dont on a besoin. Et on l'applique par le biais de l'esprit critique. C'est pourquoi c'est la conjugaison de ces deux, et de l'usage de la raison, et de l'esprit critique qui nous mène à la réflexion philosophique. D'accord.